kai. Ibe om nanani ere, wa ibe om nanani anduye. Nyogote nyogomanda, andilula, c'est de la qualité. Nyogote nyogomanda, andilula, c'est le numéro 1. Sokononala, abe mana mana, halikene malala, abe mana mana ke. Ukasi manko, c'est recommandé. Ukasi manko, c'est de la qualité. Anti paratelima, chez Yuma, songo mathémédia, anti paratelima, telima wada kaditro. Soto na la fiera, pedirike na la fiera. Ibe om nanani hera, malion severa. Andu intérieur, indox, andu extérieur, extox, songo mathémédia do. Andu simankol, apara no kanyine, abeja teliala, abika so nuguya. Songo mathémédia. Bara no kanyi, ibi om bara no kanyi. Sogo no tani, kene mata, abara no kanyi. Ibi om, ibi om, ibi om, ibi om, ibi om, ibi om, ibi om. Ce n'est un secret pour personne. Le monde des médias connaît une véritable mutation avec la révolution du numérique, une révolution qui s'ajoute à la volonté farouche des acteurs de médias de raconter l'Afrique eux-mêmes, de raconter le narratif africain qu'ils veulent souverain, toute chose qui n'est possible qu'en unissant les voix, une tâche à laquelle s'est attelé le FOPAM, le Forum panafricain des médias d'Afrique. Bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez et dans quelle partie du monde vous nous suivez. Chers internautes, chers téléspectateurs, le grand rendez-vous de ce soir reçoit l'Afrique. Oui, nous recevons Madame Yolande Bojanga, elle est PDG de Sun TV, bâtisseuse d'écosystèmes, entrepreneuse hors pair. Et également, elle nous vient du Cameroun. Bonsoir à Madame Bojanga. Bonjour Astan, merci de m'accueillir ici. Et bonjour à tous les téléspectateurs de Advance TV, tout comme les internautes qui nous suivent. C'est un plaisir d'être là et merci de m'avoir invité. C'est un plaisir également de t'avoir sur ce plateau. En face de Madame Yolande Bojang, nous avons également le plus malien des Sénégalais, qui n'est pas à sa première visite à Advance TV, Monsieur Samou Biagui, directeur général de la Maison de la Presse, qui nous fait l'insigne honneur d'être avec nous pour cette haute émission du Grand Rendez-vous. Bonsoir à Monsieur Biagui. Bonsoir Astan, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Amba foyondro awniche awni sohoma ni sohoma dali don ni soufela do awni sou en tout cas en sewara kana bis bi pour émission nina c'est ma deuxième fois dans le grand rendez-vous. C'est un plaisir d'être ici ce matin, un plaisir de vous avoir amené Yolande Bojang puisqu'elle ne l'a pas dit, mais je le dis, je suis son tuteur. Par contre elle qui va réagir après est ma tutrice. Voilà. Bon, cette histoire paraît assez compliquée. Hein? Très il faut compliqué. Pas expliquer. Il vaut mieux écouter et puis voilà, dire écoute, je passe. Voilà, ça passe. D'accord, voilà, voilà. passe. Donc je passe. Voilà, c'est mieux. il faut passer. C'est mieux. Voilà, Dieu l'a voulu ainsi. Voilà. Donc vous êtes le tuteur de Madame Yolande. Madame Yolande. Et Charlotte est ma tutrice. Cette histoire est assez compliquée. Nous avons également M. Modibo Fofana, président de l'Appel Mali, qui est l'association des professionnels de la presse au Mali. Bonsoir à M. Fofana. Bonsoir Astan, merci d'être invité à Advance TV. J'ai dit Obissimila, chers confrères, chers concerts, mais il est plus malien que tout le monde. Onchi, Oranali Djaraï. Je sais que ma sœur camerounaise ne comprend pas Bamara. Ainsi que... Si je comprends. Ah, ok, formidable. J'ai bien compris ce que vous avez dit. Formidable. Donc, voilà. Mais je ne vais pas répondre vu que vous avez la parole. Ok, merci beaucoup.
Dernière invitée de cette émission, c'est bien Madame Médéoué Charlotte Gézéré, journaliste présentatrice. Elle nous vient du Togo. Elle est directrice de publication et représentante pays du Togo de la Fondation CEFIS. C'est bien cela. Exactement. Bonjour. Merci de m'inviter. Très heureuse d'être là. Je pense que de nous tous, c'est moi qui découvre pour la première fois votre média, Advance TV. Très beau cadre, très beau studio qui nous accueille. Et pour moi, c'est vraiment, je suis très heureuse d'être là et de partager ce plateau avec des confrères, des consoeurs qui sont aussi mes aînés, il faut le préciser. Merci beaucoup. Alors, Madame Yolande, vous êtes figure de proue du monde médiatique du Cameroun, on va dire africain. Comment a été ce séjour et quelles sont vos impressions par rapport à l'activité à laquelle vous prenez part? Mais écoutez, je suis au jour 3 de mon séjour ici à Bamako. Je peux dire que je suis plus que satisfaite, mais surtout très heureuse d'avoir découvert que tout va bien à Bamako. Tout va bien au Mali, contrairement à ce qui est rapporté par certains médias. Alors, je suis arrivée avec beaucoup d'appréhension, parce que on m'avait bourré un peu les oreilles. Mais sincèrement, tout ce qui se passe là me conforte dans l'idée que l'Afrique est en train de se réveiller, tout au moins l'Afrique médiatique est en train de se réveiller. Et quand on parle des médias, forcément, ça va emporter tout le monde, puisque nous sommes un petit peu la voix de ce qu'on ne voit pas ou qu'on n'entend pas. Donc, je pense que ce forum était très important. Et c'est bien que ça commence au Mali, bien que nous, dans nos pays, nous avons également des rendez-vous comme ceux-ci qui font en sorte que désormais l'Afrique parle du même voix, mais surtout parle de ce qui la concerne et ne laisse plus les autres raconter leur histoire à leur place. Nous allons revenir tout à l'heure. Alors, sur la même question, monsieur le directeur, quel regard portez-vous sur cette rencontre en terre malienne? Oui, d'emblée, permettez-moi de féliciter les organisateurs pour cette belle initiative, mais également remercier les autorités qui ont permis la tenue effective véritablement de ce rendez-vous. Un rendez-vous important, historique pour le Mali dans ce contexte que nous connaissons tous. Et je pense que c'est une édition qui est venue à son heure. Il s'agit véritablement de donner la parole à ceux qui savent et de ne pas laisser, en tout cas, aux autres de dire ce qui n'est pas le cas dans nos pays, surtout au Mali. Donc je suis très heureux d'être ici, je suis très heureux d'avoir découvert de grandes personnes, de grands hommes de médias et femmes de médias aussi, à l'occasion de ce FOPAM. Un rendez-vous qui nous permet et qui a déjà commencé à donner les fruits de sa tenue à Bamako, c'est-à-dire donner en tout cas la bonne information sur ce qui se passe au Mali, comme l'a dit tout à l'heure Yolande. Merci beaucoup. Alors, Madame Charlotte, pour cette première participation, comment est-ce que vous trouvez l'ambiance qui a été créée autour de cette rencontre? Alors, pour ma part, je pense que si j'avais pas pris ces décisions d'arriver, j'allais beaucoup regretter au retour au Togo, parce qu'en réalité, on a des appréhensions quand on regarde ce qui se passe et ce que racontent aussi des médias. On a tout de suite peur, on se dit, mais c'est pas le bon moment d'arriver ni à Bamako, ni à Ouaga, ni à Niamey. Mais en tant que journaliste, je pense que nous, déjà, dans notre ADN, on a ce réflexe d'être des hommes et des femmes de terrain. Alors, il y a un mot-clé au centre de ce forum, c'est la question de narratif. Il fallait bien que je vienne par moi-même, voir, entendre, écouter, sentir aussi des émotions et aller témoigner de ce que j'ai vu à Bamako. Et je suis très rassurée que le langage ne sera plus le même. Hein. Personne ne me dira, personne ne me racontera plus ce qui se passe au Sahel, moins encore ce qui se passe à Bamako, parce que j'aurais été témoin d'une circonstance, d'un moment important. Et je pense que c'est ensemble qu'on va le faire, c'est de raconter les faits,
ce qui se passe et pour nos lecteurs, nos téléspectateurs, nos éditeurs, qu'à travers nous, qui voient que si nous on a pu arriver, c'est qu'il règne une forme de sérénité et cette solidarité aussi exprimée par les journalistes venus de partout du continent. L'Afrique centrale est là, l'Afrique de l'Est, l'Afrique de l'Ouest et pour nous au Togo, pour ceux qui suivent, moi je viens de Niwo TV qui est un média donc qui émet depuis Lomé, il n'y a pas une semaine qu'on n'offre pas à nos téléspectateurs une émission axée sur l'AES. C'est pas parce que c'est tendance, non. Mais c'est parce qu'on a compris qu'il est important de le raconter aux gens, de présenter ce qui se passe. Et là, je veux vous annoncer que sur ma chaîne, on a une chronique AES où on passe des informations de ce qui se passe dans l'AES parce que nous sommes solidaires, nous partageons justement ce qui se passe avec vous et moi-même venir découvrir, c'est pour moi une belle opportunité que je crois que j'ai pu bien saisir. Monsieur Fofana, parlant du forum Première Mission, la première mission de cette activité était sans contexte d'unir les médias et de renforcer les liens. Pensez-vous qu'à travers tout ce qui a été dit, tout de suite, cet objectif, est-ce qu'il a été atteint? Oui, je pense que l'objectif est déjà atteint parce que ce forum a permis quand même de montrer à l'opinion nationale et internationale que Bamako est vivable. Contrairement aux récits des médias, certains médias occidentaux, tu as l'impression qu'à Bamako, il n'y a plus de vie. Quand certains voulaient venir à ces forums, j'ai été contacté, ils me posaient la question, il paraît qu'il y a toujours des couvre-feux à Bamako. Je les ai encouragés, venez. Il y a même des boîtes à nuit ici, on peut aller danser, faire beaucoup de choses. En réalité, j'en suis témoin. N'est-ce pas? Ah oui, apparemment, entre-temps, beaucoup ont profité de ce forum pour faire le tour de la ville. Sans rien nous dire. Ah. On n'a rien à vous dire. Oui, depuis le mercredi, vous savez, Bamako, c'est la capitale des médias panafricains. Une occasion pour moi de saluer notre autorité, les autorités militaires. C'est une première fois qu'ils ont accepté, ces militaires ont accepté de s'associer à nous, journalistes, d'organiser un tel forum. Espérons que ça soit un forum pérenne. Après la première édition, je suis sûr et certain qu'il y aura une deuxième édition. Et également, j'ai constaté aussi que c'est un facteur d'intégration. C'est ma première fois de rencontrer Charlotte, à ma gauche, ma consoeur du Cameroun. À mon avis, on doit mettre ça en avant pour montrer à l'opinion nationale et internationale que réellement, entre nous les Africains, on peut désormais construire notre propre narratif. Mais ça doit être une occasion pour nous aussi d'interpeller nos différentes autorités qui construire les souverainetés narratives demandent aussi l'accompagnement financier. Il faut qu'ils rendent aussi nos médias forts, au même titre que les médias occidentaux, ce qui va nous permettre au moins de produire notre propre narratif. Merci beaucoup. Merci. Sur la question du narratif, le forum a quand même affiché, M. Biagui, sa volonté de faire en sorte que le narratif soit édicté par les médias africains eux-mêmes. Comment arriver à rendre cette narration crédible? D'autant plus que pour beaucoup, les médias africains font de l'autocensure. Oui, il faudrait, à mon avis, je l'ai exprimé devant les médias tout à l'heure, le sport que je maîtrise le mieux, prenons le cas de la CAF. La Confédération africaine de football est composée de fédérations nationales. C'est pourquoi je ne voudrais pas que le prochain FOPAM se tienne à Bamako. Il faudrait qu'on arrive aujourd'hui à faire de FOPAM un rendez-vous continental. Que ça soit comme la CAN de football. Que chaque année, qu'un pays soit véritablement pays qui accueille FOPAM. Que ça soit que le Sénégal n'organise pas FOPAM, Mauritanie FOPAM, Cameroun FOPAM. Non, il faudrait qu'on fasse de FOPAM un rendez-vous continental. Ça, on a besoin d'organisation. Et le rendez-vous de Bamako est historique. Vous avez entendu Yolande, vous avez entendu Charlotte, pas moi, parce que moi je connaissais déjà le climat qui était sur place. Fofana, la même chose. Mais s'il n'était pas là, elle n'aurait pas perçu cette image de Bamako. Donc il faudrait que l'on arrive, comme on a fait au football, je reviens sur ça, que l'on fasse, en tout cas, un FOPAM Afrique. Même si c'est l'Union africaine qui va prendre ça comme organe, qu'on le fasse pour qu'on puisse organiser chaque année, que le pays soit candidat pour l'organisation du FOPAM.
le Cameroun candidat, le Sénégal candidat vont concourir pour l'organisation du FOPAM. Si on arrive à faire ça, il est sûr et certain qu'on aura un narratif qui est clair et bien défini. Mais si on continue à organiser des forums, parce que la Mauritanie m'a saisi ce matin pour dire qu'ils vont organiser un forum. La RDC m'a saisi, ils vont organiser un forum. Et on va reprendre la même chose que ce qu'on a dit ici. Ça sert à quoi? Ça va servir à des livres, de la paparasserie qui va garnir ton plateau, mon plateau, le plateau de l'autre. Après, on ne fait rien du tout. Donc, il faut d'abord cette organisation autour de ce qu'on veut. D'accord, modèle, oui, allez-y. Parce que tout ce qu'on dit là, les modèles, ainsi de suite, ça va venir de là. Sinon, on sera toujours... case de départ. Voilà, case de départ. Et l'autre va toujours continuer à nous dicter des lois. Ou alors, il va financer des forums pour contrer l'autre forum qui va se passer au Cameroun. Voilà. Alors, Madame Yolande, sur cette question de la narration, M. Biagui propose d'en faire un espace, du moins d'en faire une instance, pratiquement comme à l'image de la CAF. Mais pour vous, est-ce qu'avec autant de moyens, bon, avec peu de moyens, les moyens qui sont limités, les moyens alloués à la presse, est-ce que ce n'est pas démesurer cette ambition? Démesuré, je ne pense pas. Je pense que c'est l'occasion pour nos gouvernants de prendre conscience de ce que les médias africains disent aujourd'hui. Nous voulons être avec vous pour de vrai. Alors, ça coûte énormément. Déjà, on peut voir que la pléthore de médias que nous avons dans nos différents pays fait en sorte que nous soyons disparates et que très facilement, la division s'installe. C'est pour ça que je partage son avis, qui est de ce que le FOPAM ne doit plus être qu'au Mali. On a lancé le FOPAM au Mali. Désormais, ça va être un petit peu la canne des médias. Donc, il faudrait que ça aille un peu partout et que le pays qui accueille, justement, mette les moyens qu'il faut pour que, justement, ça se fasse. Au-delà de cela, il faut savoir qu'il y a une grosse prise de conscience quand même de nos médias. Contrairement à ce qu'on peut croire, au Cameroun, on dit le Cameroun d'abord. Et quand on dit le Cameroun d'abord, ça veut simplement dire une seule chose, ce que nous vivions dans nos familles. C'est pour ça que quand on parle de narratif, moi j'ai le souvenir que, on parle de l'arbre à palabre, j'ai le souvenir également quand j'étais toute petite, on nous faisait asseoir quand il y avait un problème et on en parlait, on ne laissait aucun étranger entrer. Et aujourd'hui, ce qui va se passer, c'est que ce mouvement est en train de naître, cette instance est en train de naître, il va falloir qu'on fasse en sorte qu'on n'ait pas d'intrus qui justement vont venir pour détruire. Nous sommes essentiellement, j'ai envie de dire que nuit par la division que nous ramènent à chaque fois ces gens-là. Alors, comment ils procèdent? On va commencer à parler, on dit les médias ne sont pas financés, ils vont venir avec les financements. Et dès que vous êtes financé, vous n'avez plus les mains libres. Donc, nos gouvernements doivent prendre conscience. C'est pour ça que je suis impressionnée depuis que je suis arrivée du fait que l'État malien, le gouvernement malien se soit impliqué dans ce rendez-vous. J'ai écouté avec beaucoup de délectation, j'ai envie de dire, le discours de Monsieur le Premier ministre, son excellence Monsieur le Premier ministre, qui a lu un discours et qui a dit après, attention, maintenant, j'ai lu, il a été fait par tel. Maintenant, je peux parler. Là, j'ai adoré et je me suis dit, ça veut dire qu'on a compris. À côté de cela, le ministre des Affaires étrangères, je crois, son excellent Abdoulaye Diop, a pris la parole et j'ai vu des enfants de l'Afrique qui se lèvent et disent, enough is enough, ça suffit. Maintenant, nous sommes là, nous devons batailler ensemble. Alors, le FOPAM, c'était un début. Peut-être que ce n'était pas l'ambition du FOPAM au départ. Je voudrais saluer le président de la maison de la presse, Dante Bandjounou, mon frère. C'était peut-être pas son intention au départ. Mais là, il doit comprendre en fait qu'il a mis le pied à l'étrier et il n'a plus le droit d'arrêter. Et on doit sortir de ce FOPAM avec des décisions fermes. Qui accueille le FOPAM 2027 ? Voilà. C'est la question qui doit être posée. Et puis, les uns et les autres vont donner les arguments et on passe au vote.
Oui, allez-y, je vous en prie. Voyez-vous, moi j'ai beaucoup été marquée par un point important lors de ce forum. Votre télévision a couvert justement depuis le début et vous avez pu voir que dans la salle, il n'y avait pas que des patrons de presse. Il y avait des journalistes, toutes spécialisations confondues, la radio, la presse écrite, les médias, la presse en ligne également. Mais pas que aussi les professionnels de la presse, on a eu des universitaires. Et quand on regarde aussi, c'était une rencontre intergénérationnelle. Les gens qui sont justement qui ont marqué l'histoire de la presse africaine étaient là. Les nouvelles générations étaient là, les générations intermédiaires. Alors pour nous qui sommes de cette nouvelle génération montante, nous on a besoin justement de garder ce lien avec les aînés, les devanciers, parce que l'histoire, on va la raconter ensemble, on va l'écrire aussi. C'est une nouvelle page. Que Bamako justement soit un point de départ, parce que c'est une grosse richesse qu'on va laisser à la génération de journalistes en Afrique. Il est bien, on a discuté, il y a des thématiques qui étaient très passionnantes, très intéressantes. Il y a eu des regards croisés sur comment est-ce que la presse évolue. Une chose est sûre, c'est qu'on a décidé d'avancer, malgré les défis, de relever justement ensemble ces défis. Et il faut justement qu'on accompagne cette presse africaine et qu'elle soit aussi forte que les médias internationaux. Aussi forte que les médias internationaux. Alors, M. Fofana, aujourd'hui, le cyberespace est devenu, par excellence, si je peux m'exprimer ainsi, le lieu d'autoproclamation de supposés hommes de médias. Alors, comment réguler tout cela? Parce que ça implique beaucoup de choses. Aujourd'hui, on parle de cybercriminalité, on parle de narration souveraine, on parle d'information crédible. Également, l'une des mutations profondes même au niveau des médias, il y a la mutation technologique. Et depuis bientôt plus de 10 ans, il y a ce qu'on appelle la transition numérique au niveau des médias. Nous avons des options. Comme hier, j'ai évoqué dans mon panel, soit on s'adapte ou on risque de disparaître. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on doit réinventer le journalisme? À mon avis, on ne va pas réinventer les journalismes, mais on doit adapter le journalisme à la nouvelle technologie. C'est pourquoi depuis bientôt 10 ans, je suis à la tête de l'association. Nous avons eu à travailler comment faire l'auto-régulation au niveau des médias et également élaborer des chartes et puis les codes de déontologie journalistique et puis faire la promotion de l'écriture web. Il faut que les médias sortent de cette rigidité et s'adapter au numérique. Oui, ça a des conséquences parce que si on parle du numérique également, les journalistes n'ont plus le monopole de l'information. Hier, j'ai irrité peut-être les créateurs de contenu. Ils n'étaient pas contents de moi, mais quand même, nous estimons que dans cette mutation profonde, l'Afrique aujourd'hui, même les États africains doivent aider les médias à se conformer, à s'adapter au numérique. Si tu fais peut-être des voyages à l'extérieur, vous allez vous rendre compte qu'on est vraiment en retard parce que tous les médias aujourd'hui sont bimédias. Il y a la version traditionnelle et la version numérique. J'ai écouté les éminents intervenants qui parlaient du modèle économique. Vous savez que les médias numériques n'ont pas les mêmes modèles économiques que les médias conventionnels. Nous avons nos pages qui sont monétisées. Par exemple, il y a un média français, bon, je dirais un média occidental, parce que c'est le mot français, un média occidental qui peut générer plus de 600 milliards de francs CFA, uniquement le modèle économique basé sur le numérique. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on doit songer à ça. C'est pourquoi je suis d'accord avec mon confrère du Sénégal. L'initiative est venue de Bamako, mais les instances africaines peuvent s'approprier de cette initiative, peut-être pour essayer de voir comment on peut faire face à ces géants et moteurs de recherche. Parce qu'un seul pays ne peut pas faire face à GAFAM. GAFAM est tellement puissant, il faut que les gens mutualisent les efforts, les pays africains se mettent ensemble pour tenir tête à Google et d'autres, Facebook, Twitter, ainsi de suite. Parce que ce sont des moteurs de recherche qui sont là, qui reprennent nos contenus et en contrepartie, nous n'avons rien. Alors que les autres, il n'y a pas de revenus derrière. Oui, et puis même il y a l'injustice et l'inégalité au niveau des traitements, au niveau de la monétisation. Un créateur de contenu gagne plus en Europe qu'un créateur de contenu en Afrique ici. Déjà, nous, on a mené ces combats depuis Dakar, tout en mettant en place une fédération, des associations, des médias en ligne. Mais malheureusement, nous nous sommes rendus compte que
on est encore faible devant GAFAM. Une telle initiative, si tous les pays africains ont accepté que FOFAM ne soit pas encore un forum de Bamako, mais un forum africain, et puis mutualiser les efforts afin de tenir tête à ces géants de moteurs de recherche et qui continuent toujours à exploiter nos données. En contrepartie, nous ne gagnons rien. Et on peut peut-être changer même notre modèle économique, essayer de revoir notre modèle économique qui va nous permettre au moins de lutter contre le chômage et même de lutter contre l'immigration qu'aujourd'hui les Européens sont préoccupés par rapport à ça. Par rapport au modèle économique, je souhaiterais quand même faire un tour de table sur la question. Oui, M. Biagui, allez-y. Modèle économique, ça renvoie justement à la chute de M. Fofana. Je continue pour dire que, par exemple, prenons le cas, la CAN a démarré avec 3 pays, 4 pays. Pourquoi attendre 42 pays pour commencer quelque chose? Nous sommes au moins une dizaine de pays ici à Bamako. On peut démarrer avec. Il faut être comme l'avion en Afrique. Faire tous les aéroports pour embarquer et débarquer. Ceux qui continuent le chemin embarquent. Ceux qui ne veulent pas continuer débarquent. Il faut qu'on aille vers ça pour avoir un très bon modèle économique. Aujourd'hui, il n'y a que la presse en ligne qui a un modèle économique du côté de la monétisation. Et il y a quelques années, quand on lançait Appel au Sénégal, c'était un débat à Saly. J'avais dit à l'époque, dans 10 ans, toute la presse sera en ligne. Aujourd'hui, il n'y a pas de presse. C'est que toute la presse est en ligne. Toute la presse est en ligne. Même celui qui fait radio, il fait son live. Donc la presse est en ligne. Télévisée actuellement. Voilà. Alors qu'il y a 10 ans, on combattait la presse en ligne parce qu'il y avait un seul média qui était au Sénégal qui s'appelait Sénévet, pour lequel tout le monde était contre. Et moi, j'avais quand même le courage avec Ibrahim Ali Safai. On n'était pas encore dans la presse en ligne. On avait véritablement programmé dans nos têtes que véritablement dans 10 ans, 20 ans, toute la presse sera en ligne. Qu'est-ce qu'il faut maintenant? Il faut véritablement changer de stratégie pour les médias qui ne sont pas en ligne. J'ai dit ce matin, par exemple, vous allez dans un hôtel. C'était mon cas au Cameroun. Prenons le cas de la Coupe d'Afrique, l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Je vais citer un nom d'un média, parce que c'est ce média exactement. On prend la diffusion exclusive qu'on donne à Canal de la Coupe d'Afrique des Nations. Ce n'est pas la Coupe d'Europe. La dernière Coupe d'Afrique des Nations. Toutes les Coupes d'Afrique, pas que la dernière. On donne l'exclusivité des matchs à Canal qui n'est pas en Afrique. Les 52 matchs. 52 matchs. Sun TV qui est au Cameroun, ORTM qui est au Mali, RTS qui est au Sénégal, n'a le droit de diffuser que le match du Sénégal, que le match du Mali, que le match. Soit 32 matchs. Et les autres matchs sont payants. Donc, alors, heureusement que ça a modèles changé, sont déjà puisque c'est Niwot qui a les droits de diffusion et qui justement accompagne les médias nationaux aujourd'hui. Oui, mais sauf qu'il a fallu que justement les patrons de médias se lèvent, notamment le directeur général de RTS, celui de NCI, celui de la CRTV, qu'il y ait une pétition pour que ça ne se passe pas. Et c'est à cela qu'on doit, arriver. C'est ce que je voudrais exactement dire. Il a fallu que les gens disent non, ce n'est plus possible. Parce que c'est un modèle économique, une niche financière qui était en train de disparaître et qui continue de disparaître. Parce que la firme étrangère ou la firme qui est en Afrique qui veut faire de la publicité, sachant que l'ORTM ne donne que 32 matchs et qui n'est pas présent dans les hôtels, dans les grandes surfaces, dans les hôtels, vous ne verrez que Canal. Avant de donner à ORTM, va donner à Canal. Parce qu'il va dire, bon, dans les hôtels, au Bamako, on n'a que ORTM, on n'a pas RTS. Au lieu de donner ORTM, RTS, Mauritanie, ainsi de suite, mais il va donner à Canal. Voilà des choses aujourd'hui pour lesquelles, véritablement, il faut encore réfléchir. Nous avons des niches véritablement niches économiques qui nous échappent, sans comprendre d'ailleurs. Et malheureusement, c'est nous-mêmes, nos propres ennemis. C'est ça la réalité.
Parce qu'il y a toujours, pour aller au charbon, on prend quelqu'un de nous, il l'a dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui va venir à FOPAM, va dire, bon, Sénégal, tu vas organiser FOPAM, voilà, je te finance. C'est pour qu'on ne soit pas ensemble. Il va aller au Cameroun, bon, parce qu'en réalité, il y a des salons différents de FOPAM. Au Cameroun, il y a le SINAC. Au Sénégal, il y a le CIMA. En Côte d'Ivoire, il y a SICA. Ici, il y a Salon des médias. Ici, il y a Salon des médias. Ouais. C'est diamétralement opposé, c'est un X. Le FOPAM, le forum, c'est des discussions intellectuelles de haute facture. Exactement. Qui doivent intéresser aujourd'hui nos États dans le cadre de la gestion de nos nations. Tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, qui gagne la guerre, qui gagne la communication, gagne la guerre. Et c'est à ce niveau que je suis en train de remercier les autorités maliennes. L'année dernière, quand j'étais là, vous en êtes témoin. Quand j'ai pris la parole dans mon discours, j'ai demandé au gouvernement, au lieu d'investir des milliards sur des munitions ou sur des hommes pour aller sur le terrain, il faut investir au moins le tiers de ces milliards dans la presse. Mon appel a été entendu avec cet appui du FOPAM. C'est pourquoi j'en suis très fier. Il faut continuer à le faire, appuyer la presse, faire de la presse l'autre armée dans nos États. Parce que sans la presse, nos États ne seront jamais souverains. Il est impossible. Quelles que soient les initiatives, si nos médias n'ont pas les moyens d'agir, d'interagir, il n'est pas question aujourd'hui d'être véritablement autonome dans nos États. Alors, merci pour cette réponse sur la même coopération médiatique. Pour vous, Madame Yolande, comment faire en sorte qu'avec des fonctionnements qui sont assez différents, assez divers, comment faire en sorte que cette volonté soit traduite en réalité? D'autant plus que le modèle économique chez vous au Gabon ne sera pas forcément le même modèle économique au Mali ou encore au Sénégal ou encore au Togo. Alors, je dois dire que nous avons tous des points de convergence. Ça, c'est clair. Il y a des problématiques qui nous concernent tous. C'est de là-dessus qu'il faut travailler véritablement. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire que la problématique qui nous concerne tous, c'est que nous devons nous réapproprier notre narratif. Absolument. Et notre narratif, il n'est pas que médiatique. Il est culturel, il est économique, il est tout ce qu'on peut imaginer. Donc, puisque nous avons les mêmes problèmes, il faut donc qu'on trouve la solution. Et puisque en même temps, l'oppresseur est le même, donc, ensemble, on peut donc trouver la solution, c'est tout. On ne devait pas chercher de midi à 14h. À côté de cela, il y a, au-delà de la conscience, de la prise de conscience de nos gouvernants, il y a la prise de conscience des médias eux-mêmes. Ne plus se laisser manipuler. Pratiquer le métier avec tout ce qu'il y a autour. On parle de déontologie, on parle d'éthique, on parle de tout ce qu'on veut. Mais aujourd'hui aussi, il y a quand même des soft skills qu'il faut avoir. On doit devenir aujourd'hui des ambassadeurs. Mais des ambassadeurs qui sont à la fois formés par les différents pays. Pourquoi je le dis? Je le disais encore même d'ailleurs, nos gouvernants ouvrent la porte aux étrangers, alors que nous sommes là, on doit se battre pour avoir une seule interview. Donc vous prenez vous-même les armes, vous donnez à des étrangers. Et après, quand ça explose, vous venez nous dire, vous ne faites rien pour nous défendre. Donc, vraiment, il faut que ça change. Ça doit commencer par là. Prise de conscience des médias d'abord, ensuite prise de conscience de nos gouvernements, que nous sommes obligés de fonctionner ensemble. Si nous ne parlons pas le même langage, s'il n'y a pas ce soutien dont ils parlent, ce sera compliqué. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait du soutien? Qu'est-ce qu'on fait du soutien? C'est qu'il va falloir que certains fassent profil bas. Et qu'on laisse les plus forts monter, nous, on vous suit. Sinon, tout le monde va chercher à être devant en termes de médias. C'est pour ça que je suis tout à fait d'accord que soient identifiés ceux qui sont déjà forts et que cet appui vienne à ceux-là. L'État ne peut pas satisfaire tout le monde. C'est juste impossible. Donc, les modèles économiques dont on parle peuvent aussi, à mon avis, les financements peuvent venir de la régulation du système. Alors, je m'explique. Au Cameroun, par exemple, vous avez tous quand on parle de publicité. Alors, on vous dit, oui, l'entreprise veut de l'audience.
le média qui a de l'audience, alors moi, je vais faire ma publicité. On est d'accord. Même quand vous avez de l'audience, ces entreprises-là, une fois que vous travaillez, tous les médias, je ne sais pas comment ça se passe au Mali, mais nous, au Cameroun, on travaille à crédit. Ça veut dire qu'ils vont vous appeler sous pression, non, faites-moi une publication, faites-moi une couverture, et puis vous entendez 90 jours, 6 mois sans être payé. Comment ça se fait? Là, il faut que l'État intervienne et dise non, désormais, quand vous avez une facture, il faut que ce soit payé dans les 30 jours. Si ce n'est pas fait, alors il y a des augmentations qui sont faites dessus. Ce n'est pas que ça. Il y a aussi que... on a aujourd'hui, dans les médias, l'audiovisuel et tout, le matériel qui coûte extrêmement cher. La caméra qui me filme, là, les gens n'imaginent pas combien ça coûte. Vous voyez ce que je veux dire? Si aujourd'hui l'État se dit, OK, on va outiller nos médias, les soulager de ce qui peut les étouffer, à ce moment-là, les médias vont se concentrer à ce qu'ils savent faire le mieux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, la collecte de l'information, le traitement et diffuser la bonne information. Et aller même dans des lieux inimaginable pour montrer la réalité. Donc, il faut qu'on revoie, c'est une responsabilité à la fois qui est étatique, mais qui est également du fait même des médias. Sur toujours la question du modèle économique qui aussi impacte la narration, aujourd'hui on parle plus de souveraineté informationnelle. Avec autant de défis, peut-on aspirer à cela? Alors, bien sûr, tout est possible. Déjà qu'on a tous pris conscience de l'urgence et de l'importance de vraiment se réapproprier notre histoire, c'est qu'il y a déjà un pas franchi. Mais justement, quand on parle de souveraineté, cela veut dire que c'est nous qui sommes les créateurs, les producteurs, les inventeurs et les diffuseurs de cette information. D'où la question, cela a été d'ailleurs soulevé pendant les débats. Vous savez, en Afrique, nos médias dépendent encore d'autres agences de presse pour avoir accès à l'information, parfois même à notre propre information. Alors, d'où vraiment il faut cette synergie pour que les États travaillent ensemble, ou même au niveau de l'Union africaine qui a été évoquée par le président, de doter notre continent d'une agence de presse forte et qui puisse travailler à justement alimenter nos rédactions. La question des moyens revient sur la table. Ceux qui nous dévancent, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont des reporters partout, des correspondants partout, parfois même dans nos pays. Et c'est eux qui traitent notre propre information. Donc il faut déjà qu'on parte de là, qu'on ait une agence de presse forte en Afrique, dotée de moyens pour pouvoir justement alimenter nos rédactions, pour qu'on puisse aussi réagir en temps et efficacement et fournir l'information. Ça a été là le débat aussi avec les médias en ligne, les créateurs de contenu, qui parfois sont plus rapides sur le terrain que nous. Parce que voyez-vous, on me dit à 6 heures, il y a une inondation sur la plus grande avenue de la capitale. Et mais je dis, écoutez, il pleut, je suis journaliste, je n'ai même pas une moto. Comment je vais pouvoir me dépêcher sur le terrain? Et quand j'appelle ma direction, voilà la comptabilité qui dit, il n'y a rien dans la caisse, on ne peut pas mettre du carburant dans la voiture. Écoutez, ça c'est juste pour... des anecdotes qui... Voilà, oui, une image. Mais ça arrive des fois. Ça arrive. Alors imaginez-vous que dans la zone où il y a l'inondation, on a un correspondant, on a quelqu'un qui est plus proche, qui peut réagir spontanément. Donc je pense que les faits sont là, nous sommes devant cette réalité. Il va falloir qu'on solutionne, qu'on trouve des solutions. Mais l'agence de presse, là, a été vraiment ressortie dans les débats. Je pense qu'il faut vraiment qu'on réfléchisse à cela, parce qu'on a besoin, quand on parle de souveraineté, c'est que nous devons nous-mêmes être les premiers producteurs de notre information. Madame Yolong, je reviens à vous sur la problématique du leadership féminin qui a été abordée au cours de cette rencontre. La question vous serait adressée aux dames. Hein. Monsieur, ne vous sentez pas exclu. Non, mais okay. Alors, comment faire en sorte que... La question ne nous surprend pas. Tu peux la poser sans s'inquiéter. D'accord. Pas de souci. Alors, la question quand même a été posée, c'est comment faire en sorte que cette représentativité ait un impact. Parce qu'il ne s'agit pas uniquement d'avoir des dames à l'écran qui sont présentables, mais est-ce que ces dames aussi arrivent à tirer d'autres pour faire en sorte que cette représentativité ait un impact? On commence par vous. Première chose, je ne crois pas au leadership féminin. Pour moi, ça n'existe pas. D'accord. Il existe un leadership en point, un trait. Pourquoi on ne parle pas de leadership masculin? Est-ce que ça veut dire que les hommes sont
leader naturel. Pourtant, c'est la femme qui, depuis la maison, est le leader étant celui qui est capable de faire quelque chose à quelqu'un avec ou sans son consentement, à adhérer à une vision. Quand la femme a décidé de faire le folio à la maison, tout le monde va manger ça. Voilà. Alors, je veux dire que pour moi, il n'existe pas de leadership féminin. Je pense que ce sont encore des expressions qui sont inventées par certains pour aller grappiller de l'argent vers ceux que ça arrange. Il existe un leadership, un point, un trait. Maintenant, il y a des styles de management. Il y a des femmes qui ont un style de management, les hommes qui ont un style de management, des femmes comme des hommes. Alors, ça a été évoqué simplement parce que la question de la représentation et de la représentativité, qui sont deux choses différentes, on n'attend pas aujourd'hui. Les femmes vont vous dire, oui, on nous cantonne à des sujets en tant que journaliste qui concernent la beauté, qui concernent la culture, mais jamais sur des sujets économiques et tout le reste. Elles se plaignent de cela. Mais la question est, à quel moment vous avez prouvé à votre directeur de publication que vous êtes capable de traiter des sujets économiques? À quel moment? Politique et tout. À quel moment? Je ne pense pas que tu sois assise ici à Stan simplement parce que tu es une femme et qu'il fallait faire un équilibre. Je ne pense pas. C'est que tu as fait montre d'un certain nombre de compétences, de qualités et de capacités à traiter, à tenir un plateau. Donc aujourd'hui, pour moi, la femme est son propre problème dans les médias. C'est qu'elle ne veut pas aller arracher sa place et elle attend qu'on lui donne une place. Or, cette place, on ne la lui donnera jamais. Parce qu'il y a des hommes en attente qui ont les mêmes problèmes qu'elle. Donc aujourd'hui, je ne suis pas féministe. Je suis féminine. Je suis féministe, je ne suis pas féministe du tout. Mais je pense que la compétence, la résilience, la capacité à s'imposer par sa compétence, c'est ce qui compte et c'est ça qui est essentiel. Donc c'est pour ça que moi ça me dérange toujours quand j'arrive, quelqu'un me dit leadership féminin. Je dis non, il faut que ça s'arrête. Ce sont des mots qui sont empruntés des autres là-bas. Là. Nous là, quand on dit la femme dans les médias, à ce moment-là je peux parler. Voilà, parce que dès la base, chacun a quelque chose et certaines refusent d'utiliser cela et préfèrent se complaire peut-être à céder à ces j'ai envie de dire, à ces prédateurs qui sont souvent dans les médias, ces hommes-là qui vous font passer par le canapé. Et quand vous passez par le canapé, ça veut dire que vous avez la tête vide. C'est que vous n'êtes pas capable de répondre aux attentes. Mais sauf que le canapé, il s'épuise. D'accord? Il s'épuise. Une fois que vous êtes passé, il y a une autre qui va passer dans ce canapé-là. Et qu'est-ce que vous devenez? Rien. C'est la leçon qu'il faut retenir, la compétence, la résilience et la capacité à rendre ce qui est attendu de chacune de nous. Rapidement sur la question, s'il vous plaît. Au début, je me demandais pourquoi et comment est-ce que j'ai réussi à faire bonne impression à la grande dame Yolande. Je comprends. Parce que là, je suis satisfaite de sa réflexion, de la réponse donnée. Vous savez, permettez que je me prenne en exemple sur ce sujet pour dire que c'est une question de choix et de positionnement dans nos rédactions quand on est une femme. Moi, je me souviens que j'avais refusé quand on m'avait à l'époque attribué des émissions sur les questions de genre, de leadership féminin, justement, ou question de beauté. J'ai dit, mais non, ça, c'est pas... Moi, je suis trop... je sais pas amuser la galerie. Si c'est pas sérieux, ça m'intéresse pas. Vous voyez? Et j'ai travaillé derrière aussi pour pouvoir occuper la place que j'ai dans ma rédaction. Alors, on est quoi? On est presque 200 et une trentaine de journalistes, mais nous ne sommes que 2 femmes à animer des débats politiques. Ça, c'est le choix. J'ai choisi, j'ai dit. Non, cela m'a pris 5 ans pour qu'on me confie une émission de cette envergure. J'ai été encore au Togo, la seule femme locale à avoir interviewé le chef de l'État sur des questions de l'état de la nation le jour de l'indépendance de notre pays. J'ai eu l'occasion justement à modérer des panels avec des hautes autorités parce que la question politique et diplomatique, géopolitique, ça m'a toujours intéressé. J'ai eu justement l'honneur d'avoir son Excellence le chef de la diplomatie malienne, de l'AES et d'autres pays, des chefs d'État d'autres pays. Mais en fait, c'est une question de choix et de travail aussi. Parce qu'en réalité, on ne va pas vous choisir. C'est vrai que c'est un avantage quand on parle de beauty privilege. Oui, mais il faut savoir aussi l'exploiter et aussi mettre à profit son savoir-faire, son savoir-être, parce qu'il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Le leadership féminin, c'est vrai que je me dis, c'est quoi finalement?
c'est de voir les femmes faire des choses importantes et intéressantes. Alors laissez-moi le faire plutôt que d'en parler. Parce que je voudrais plutôt être l'exemple. Nous sommes, moi je fais partie de ces femmes comme Madame Yolande qui pensent que non, le leadership, s'il est féminin, c'est de voir la femme faire là où on pense qu'elle n'est pas capable de le faire. Et moi je pense que des fois, on a aussi l'avantage de pouvoir profiter de certaines situations. Vous savez, parfois les hommes aussi, ça peut être un complexe, ça peut être justement une question d'intimidation aussi. Mais c'est à nous de savoir nous mettre à la hauteur. Oui, franchement, je vois que les hommes veulent absolument réagir, oui. Mais je ne pense pas que la question leur est posée. Oui, voilà. Non, nous allons en profiter, oui, M. Biagui, nous allons en profiter peut-être pour prendre votre dernière réaction, parce que malheureusement, nous sommes pris par le temps. Une dernière réaction rapidement, peut-être. Oui, le temps court plus vite que nous, malheureusement. Si j'avais un micro-cravate, j'allais applaudir des deux mains. À la suite de la réaction de Yolande et de Charlotte. Parce que tout simplement, encore une fois, c'est la stratégie des autres pour nous diviser. C'est pourquoi le mot leadership est arrivé. Vous n'allez jamais en France parler de leadership en France. Aux États-Unis, vous n'entendrez pas parler de leadership. Mais ils viennent chez nous en Afrique pour parler de leadership parce qu'il y a une dynamique qui est là, qui est enclenchée. Il faut donc diviser cette dynamique-là, casser cette dynamique-là. Donc il faut sortir des femmes pour leur dire que non, faudra prendre votre chemin, il faut passer par ça, il faut faire ceci, il faut faire ceci, et on amène le mot leadership. Ils ont toujours des clés, mais il faut contourner ça. Heureusement qu'il y a de grandes dames aujourd'hui qui sont conscientes de ça, et c'est important. Et je veux dire par là que véritablement, il faudrait que l'on évite justement ce genre de situation dans tout ce que nous faisons. Demain ne sera pas la veille, ça c'est évident. Le combat, il sera très difficile à mener. Mais tant que nous sommes bien organisés, il ne s'agit pas de s'organiser, mais de bien s'organiser, si on le fait, véritablement, on va s'en sortir. Et je reviens sur ce que j'avais dit, parce qu'il s'agit de questions de fond, parce que moi, ça m'intéresse. Sans argent, il n'y a rien. Aujourd'hui, si on arrive véritablement, la CAN, c'est 200 millions de recettes de dollars, 200 millions de dollars de recettes. L'organisation de la CAN. Il faudrait que demain qu'on arrive, l'organisation du FOPAM, qu'on arrive à récolter 200 millions de recettes. Et si on récolte 200 millions de recettes à travers nos publicités, et ainsi de suite, mais on va financer la presse. Voilà les sources de financement. Mais le Sénégal a eu 3,5 milliards en remportant la CAN. 9 milliards en se qualifiant à la Coupe du Monde. Ça fait combien? 11 milliards de francs CFA pour le football. La presse qui accompagne n'a rien du tout et n'a même pas le visa pour aller aux États-Unis. Vous pensez que ça peut continuer comme ça? Tant qu'on ne s'organise pas, il y aura toujours des gens qui sont là pour casser la dynamique. Et cette dynamique-là, il n'est pas question de la casser. Il faut continuer pour que demain, qu'on puisse avoir des dividendes pour pouvoir financer, en tout cas, les médias. C'est pourquoi ce matin, j'ai demandé à ce que les maisons de la presse... Rapidement, je vous prie. Oui, rapidement, oui, très rapidement, en 3 secondes, que les maisons de presse, véritablement, se retrouvent pour créer un fonds. Aller chercher à lever des fonds pour soutenir cette dynamique-là et soutenir la presse aujourd'hui qui a des difficultés. Voilà, c'est possible. Merci beaucoup. Alors, une dernière réaction, Madame Yolande, par rapport à votre participation à cet événement, ce plateau auquel vous avez participé aussi sur la question du FOPAM, les questions de financement, de modèle économique et aussi comment faire en sorte que l'Afrique puisse avoir son propre narratif. Alors, je voudrais, pour sortir d'ici, remercier encore les autorités maliennes, vraiment en toute sincérité. Je crois que s'il y avait ces autorités-là dans mon pays, ça irait mieux aussi pour les médias. Malheureusement, on ne peut pas faire de copier-coller. Voilà. Mais bon, je voudrais dire ici que je pense que c'est la naissance de quelque chose de fort avec le FOPAM, de très très fort, et on ne doit pas lâcher. Le président Dante a eu une initiative, et cette initiative, je le dis encore, s'il pensait que c'était pour le Mali, il s'est trompé. Là, maintenant, nous tous, on va prendre ça sur nous et on va porter ensemble ce message-là. L'histoire retiendra que ça a été créé au Mali. Ça a été créé au Mali, évidemment. Évidemment. Mais, une presse, des médias forts, ce sont les gouvernants qui doivent rendre ces médias-là forts. Mais au-delà des gouvernants, c'est nous-mêmes qui devons prendre conscience de notre rôle.
on protège d'abord la famille avant même de regarder à l'extérieur. Quoi qu'il arrive dans ce pays, il faut arrêter d'abord que les gens de l'extérieur ne voient pas. On s'assoit dessus. C'est ce qu'on nous disait quand on était petit. Tu t'assois d'abord dessus. Si ton frère a fait quelque chose ou à la maison, tu t'assois d'abord dessus. Tu attends que l'étranger passe. Après, tu reviens pour dire pourquoi tu as fait ça. Qu'est-ce qui s'est passé? On doit en arriver là pour ce qui concerne nos médias. Et malheureusement, que les autres continuent d'acheter, ce sont simplement des gens de la trahison. Ils doivent se considérer comme ça. Ça veut dire qu'ils sont des ennemis même de leur propre pays. Quand vous serez plus là, vos générations d'enfants vont vivre où? Vous croyez que ce sera là-bas? Là-bas, on va les chasser. Donc, il faut faire très attention. Se réapproprier notre narratif également, c'est de mettre en valeur toutes ces personnes qui, localement, font des choses bien. J'ai parlé de culture. J'ai parlé de cette belle richesse. De montrer, de raconter à nos enfants la vraie histoire. Parce que jusqu'ici, moi, j'ai lu le Cid. J'ai lu le bourgeois gentilhomme. Je ne vois pas ce que ça avait à faire avec moi à l'école. Donc, tout ça doit dégager. Et que désormais, j'ai pris du plaisir à lire Black Boy et qu'on nous ramène les nôtres qui ont écrit, qui ont raconté la vraie histoire et que ça commence à la base. Et c'est comme ça que ça va se construire petit à petit. Le travail que nous faisons aujourd'hui, ce n'est pas tant que ça pour nous, c'est pour la nouvelle génération. Merci beaucoup. Monsieur Fofana, très rapidement. Rapidement, oui. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut aller vers une viabilité économique des médias. Et cette viabilité économique passe forcément par l'accompagnement financier de nos médias. Il faut vraiment dégager cette perception sur la précarité des médias. Quand on parle des médias africains, le premier esprit, c'est la précarité. Les journalistes sont misérables, les organes n'ont pas les moyens. Et vous voulez donner une ligne éditoriale indépendante, ce n'est pas possible. Moi, je pense qu'aujourd'hui, si nous voulons construire notre propre narratif, il nous faut des médias forts, puissants, et puis que les États aussi ne créent pas un climat de méfiance entre les médias et les autorités. Parce que ça, c'est une réalité africaine. Souvent, si on dit que les médias est un contre-pouvoir, certains États pensent que les médias sont contre le pouvoir. Ils le prennent au pied de la lettre. Tout à fait. Et ils ont peur qu'on soit fort pour qu'on ne les bascule pas. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ils doivent accepter d'accompagner financièrement les médias et ça va nous permettre d'avoir notre propre narratif et puis de ne pas être sous la domination des médias occidentaux. Merci beaucoup, M. Fofana. Alors, Mme Charlotte, par rapport à tout ce qui a été dit, une dernière intervention. Alors, moi, je repars de Bamako avec beaucoup de confiance renforcée en moi pour dire que, voilà, sur le continent, j'ai des confrères, j'ai des consoeurs aussi qui sont impliqués à justement adopter ce nouveau paradigme-là de vraiment travailler pour un nouveau narratif africain. Je repars également avec beaucoup de recommandations, beaucoup d'inspiration, des recommandations donc à formuler à l'administration de ma chaîne, ce qu'on peut faire pour justement nous inscrire aussi dans cette dynamique-là, mais aussi avec beaucoup de volonté à travailler davantage, de sorte que depuis chez moi à Lomé, que le next step après ce forum-là soit vraiment une réalité. Je partage l'avis de mes co-débatteurs sur le plateau, à qui je dis d'ailleurs merci pour justement, ça a été de très belles rencontres, aussi de belles découvertes. Bamako aussi, votre média. Je pense que nous trouverons en tout cas les moyens de garder contact et de voir comment est-ce que, voilà, d'ici l'année prochaine, d'ici le FOPAM prochain, on reviendra vraiment avec des avancées à partager, des retours d'expérience intéressants pour justement aussi rassurer les autorités maliennes qu'ils ont bien fait dès le départ de vraiment s'engager pour ce projet. Merci beaucoup Astan, à vous. Avant de partir, s'il te plaît, est-ce que c'est possible que cette émission soit diffusée sur Sun Plus TV? Bien évidemment, nous allons prendre les dispositions C'est donc nécessaires ça. avec C'est donc ça justement dont on de la parle. technique Oui, pour... mais Quelqu'un a dit C'est sur ça le dont on forum parle. ce que femme veut, Dieu veut. Oui. Donc, Ah oui. allez-y. Mais 3 secondes, parce qu'il y a 3 personnes à qui je voudrais m'adresser véritablement. Je ne peux pas venir ici sans m'adresser à eux. Très rapidement, je vous prie, nous sommes pris par Oui, le temps. oui, le temps va m'accorder ça, puisque tu n'es pas propriétaire du temps. Alors, c'est d'abord les autorités maliennes. Avec cette crise, véritablement,
merci de la position prise par les autorités maliennes et des moyens accordés pour faire face. La deuxième personne, ce sont les FAMA. Mes encouragements, félicitations aux FAMA pour cette bravoure, pour ce courage, pour cette abnégation afin de faire face. Et la troisième personne, c'est la résilience de la population. Tout à fait. Véritablement, qui a rejoint les autorités, qui a donné de la force aux FAMA pour faire face. Mais tout cela, avec bien sûr le message qu'il fallait et qui est passé par les médias. Je suis très content véritablement de voir ceci ici. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, chers invités. Je rappelle, chers téléspectateurs, pour ce plateau qui était consacré au FOPAM, le Forum panafricain des médias d'Afrique. Nous avions comme invité Madame Yolanda Bodiong, elle est PDG de Sun TV, entrepreneuse, bâtisseuse d'écosystèmes et également... Je vous invite au Salon international de l'audiovisuel du Cameroun. Au Sinaka. Non, jamais, jamais. D'accord. Et nous avons également Monsieur Sambou Biagui, directeur général de la Maison de la Presse à Babacar Touré. Merci d'avoir accepté notre invitation. À votre côté, nous avions Madame Charlotte Guézéré. J'espère que c'est bien dit. Merci d'avoir accepté notre invitation, journaliste, présentatrice, MC, également à 16 heures perdues. Et également M. Modibo Fofana, président de Appel Mali. Merci. Merci à vous, chers téléspectateurs, chers internautes, d'avoir été avec des nôtres pour cette émission. Qu'Allah bénisse le Mali, Advance TV, la télé qui a une longueur d'avance. Abara no